Bonsoir, ravi de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe de C'est à vous. Avec vous, Laurent, sur une campagne éprouvante pour notre invité. Oui, campagne qui a démarré avec la dissolution surprise du président de la République et immédiatement, François Ruffin, vous avez appelé à l'union de la gauche. Il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. J'en appelle Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard, pour qu'on se range derrière une barrière commune, une barrière Front Populaire. Parce que, on l'a vu dans l'histoire de notre pays, on est capable d'un sursaut. Et la campagne démarre tambour battant avec au départ une certaine émulation et des militants qui imaginent déjà la victoire de leur champion dans la Somme. Ça peut mettre un rebond, un sursaut. Peut-être aussi que l'urgence peut motiver encore plus. Front Populaire ! Courage. Front Populaire ! Il est très apprécié dans sa circo, il est très présent sur le terrain. Mais le RN vient à ce moment-là de remporter les européennes. L'extrême droite est en position de force malgré une campagne et des candidats parfois hésitants. Il y a une deuxième mesure qui est faite par le Rassemblement national, c'est la baisse de la TVA pour les produits de première nécessité. Vous l'avez supprimé hier, tout à fait. Le programme du Rassemblement national n'est plus accessible sur le site du Rassemblement national. Mais c'est toujours d'actualité alors ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait demander la VAR, s'il vous plaît, pour voir si... Le RN vire quand même en tête dans près de 300 circonscriptions, dont la première de la Somme. François Ruffin, à ce moment-là, est distancé. Il est évident qu'il y a un bon nombre d'électeurs de centre-gauche modérés qui vont se dire que quand même vaut mieux un visage humaniste comme celui que je présente maintenant depuis 7 ans, qui défend les gens, qu'importe qu'ils habitent la France des Tours ou la France des Bourgs. Un front républicain se met en place dans la Somme, comme dans plus de 210 circonscriptions en France. La candidate du camp Macron se retire. Mais à gauche, la direction d'LFI s'oppose à des dissidents. Autain, Ruffin, Corbière, Garrido notamment. Sur le terrain, Mélenchon devient toxique. Le problème en ce moment, le gros problème pour gagner, c'est Mélenchon. Je le comprends 1000 fois par jour et je le comprends parce que je risque de perdre à cause de ça. Donc, bravo. Le torchon brûle et sur ses tracts, François Ruffin acte son départ des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. C'est Mélenchon, 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 Mélenchon comme obstacle au vote. Dans les terres populaires de province, ça bloque quoi. Et François Ruffin fait du porte-à-porte pour tenter de convaincre chaque électeur qu'il n'est plus du camp Mélenchon. Mais il va prendre une volée de bois vert du leader insoumis. Il ne nous rend pas service à tous les autres en se comportant comme il le fait là. Il y a une règle de météo politique, Gilles Boulot. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Victoire à l'arraché ou victoire à la Pyrrhus finalement. En tout cas, François Ruffin, comme la gauche, termine la course en tête. Pas de majorité absolue, sans alliance inédite à l'Assemblée. Tout est maintenant à construire, avec ou sans le centre par exemple, ou avec ou sans les Insoumis. Liberté, égalité, fraternité. Et à la fin, c'est nous qu'on a. Et à la fin, c'est nous qu'on a. Merci à vous tous. François Ruffin, si vous avez gagné dimanche dernier de justesse, c'est parce que vous avez officialisé votre rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu un avant et un après. D'abord, je veux revenir sur le mois qui vient de s'écouler. Il y a un mois, au soir des élections européennes, on avait une gauche en miettes avec le moral dans les chaussettes. Donc, on peut considérer quand même qu'on a obtenu un sursis, un répit. Pour moi, j'en parle avec gravité, c'est une dernière chance pour la France. Maintenant, parce que c'est une victoire différée pour la vague le Rassemblement national. La vague monte et toute la question est comment on va l'endiguer. Et parce qu'il n'y a plus une marche à monter pour le Rassemblement national. Il y a une demi-marche maintenant. Et je veux que la question qui est posée ne soit pas d'une querelle personnelle avec Jean-Luc Mélenchon. C'est une question de ligne. C'est une question de ligne et qui est discutée par moi. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai écrit, je l'ai répété sur quelle est la ligne qu'on propose pour le pays. Est-ce qu'on parvient à avoir un discours qui parle à la fois à la France des Tours et à la France des Bourgs, ou est-ce qu'on ne parle qu'à l'une ? C'est déjà parce que plus Jean-Luc Mélenchon parle, plus il poussait vos électeurs à voter Rassemblement National. Il est évident que, en tout cas, ça ne faisait pas venir les électeurs à nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qu'à partir du moment où j'ai dit je ne siégerai plus à la France Insoumise, on a récolté des voix par centaines. Autrement dit, Jean-Luc Mélenchon, il faisait plus peur que Jordan Bardella. Mais en tout cas, au porte-à-porte, il fait peur. La France Insoumise fait peur. Moi, je le dis, je n'ai pas de problème avec Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas de rancœur personnelle. Moi, je veux bien déjeuner demain avec lui et continuer à parler de philosophie. En revanche, j'ai un désaccord sur comment on parle aux gens et de quoi on leur parle. Qu'est-ce qui fait peur chez Jean-Luc Mélenchon ? Je ne vais pas en rester à la question. Chez cette ligne, la France Insoumise. Je caractérise ça en disant on a une stratégie Terra Nova avec le ton du NPA. La stratégie Terra Nova, c'est quoi ? C'était la gauche socialiste, François Hollande à l'époque, qui dit voilà,
on n'aura pas les ouvriers, c'est perdu, c'est fini, on ne parviendra pas à les récupérer. Et donc, à partir de ce moment-là, on se concentre sur les quartiers populaires et sur la jeunesse diplômée. La France Insoumise a décidé de faire la même chose. Il y a eu des débats avec eux, ils ont décidé de faire la même chose. Et tant mieux si on a les quartiers populaires, et tant mieux si on a la jeunesse diplômée. Mais perdre les ouvriers, là c'est 57% des ouvriers qui ont voté pour le Rassemblement national, perdre les ouvriers, pour nous c'est très grave. C'est pas seulement perdre des électeurs, c'est perdre notre âme aussi à gauche. Et donc, j'ai posé la question depuis 2 ans de est-ce qu'on va leur parler? Comment on va leur parler? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Et j'ai des réponses. J'ai posé des réponses sur la table. Et pendant 2 ans, on a fait le choix délibéré de ne pas parler dans les terres populaires, dans les terres ouvrières, même de tout faire pour leur faire peur, d'une part, et avec un ton que j'ai mis en question. C'est-à-dire que je pense que... Mais c'est quoi ce ton que vous mettez en question ? Il y a le ton de la radicalité obligée, d'une certaine brutalité, qui fait que... je dirais que moi, j'ai choisi il y a 2 ans, compte tenu aussi des résultats de la montée du Rassemblement national. À partir du moment où on a 89 députés Rassemblement national dans l'hémicycle, à partir du moment où en Picardie, j'ai 8 députés sur 17 du Rassemblement national, il y a 2 ans, maintenant c'est 13. La situation s'est aggravée. J'avais 11 points, je faisais 60-40, maintenant j'ai perdu 8 points. Non. Donc, et ça, c'est pas que de la faute d'Emmanuel Macron, comme le dit la gauche, c'est aussi la gauche qui a une responsabilité. Il y a une énorme responsabilité. Je replace les responsabilités dans la montée du Rassemblement national. Pendant 40 ans, on a un problème de choix économique entre centre-gauche et centre-droit qui pratiquent une alternance sans alternative. Et au fond, on laisse faire la mondialisation, on laisse faire partir les usines, et ça, c'est l'énorme facteur. Et si on veut regagner les cœurs, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. On a un deuxième problème, qui est la responsabilité d'Emmanuel Macron, pendant 7 ans, et en particulier ces 2 dernières années, qui entend pas qu'il est en minorité à l'Assemblée, mais qu'il est encore davantage en minorité dans le pays, et qu'à partir de ce moment-là, il doit gouverner avec modestie, sans arrogance et sans toute puissance. Donc là, il y a la deuxième responsabilité. La troisième responsabilité, c'est que, compte tenu de cette situation, la gauche doit proposer un débouché. Et elle ne propose pas de débouché. On doit rassurer, on doit protéger des Français qui se sentent en crise. Et je l'ai dit il y a 2 ans, moi, j'ai fait le choix de passer du bruit à la fureur à la force tranquille. Et je pense que c'est un profil qu'il nous faut proposer pour embrasser le pays, pour chercher non pas à cliver, non pas à séparer, mais à additionner, à réconcilier quartier populaire et campagne populaire. Et pourtant, on a l'impression que vous êtes mis en retrait. Depuis que vous avez lancé l'idée du nouveau Front populaire, vous avez laissé un peu abandonner le champ médiatique à Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que vous n'avez pas participé à la recherche, ou que vous ne participez pas aujourd'hui à la recherche d'un Premier ministre et d'une équipe gouvernementale. Écoutez, que les choses soient très claires, ça se joue entre les partis et derrière des portes closes, et dans des tractations et des négociations où je ne suis pas, d'une part, et d'autre part, à l'inverse... Vous ne voulez pas aller ? Où je ne suis pas. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas de parti puissant qui m'amène à la table des négociations. Donc ça, c'est une question. Et ensuite, l'autre chose, c'est que, à l'inverse de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, j'avais une campagne dure. Et nous n'avons gagné à 2500 voix près à l'arrivée que par un déploiement d'énergie. C'est pour ça, moi, je viens là pour poser à la gauche quelle est sa ligne politique, parce qu'on va peut-être avoir des élections législatives dans 1 an. Peut-être que ça sera dans 3 ans, mais peut-être que ça sera dans 1 an. Est-ce que dans 1 an, le recul, on a disparu en Lorraine, on a disparu dans le Midi Rouge, tous les bassins miniers, il est perdu. Mon copain Sébastien Jumel, il a perdu à Dieppe. Fabien Roussel. Bon, moi, je gagne par un déploiement d'énergie gigantesque, avec des centaines de militants, avec du porte-à-porte tous azimuts. En face, la candidate ne bouge pas le petit doigt, et elle fait 47%. Donc je dis, et de un, il y a un problème de la montée du Rassemblement national, mais il y a un problème de comment on y répond, comment on parle aux gens de leurs questions qui sont pour eux essentielles, les salaires, le frigidaire, avant les législatives, il y a d'autres échéances. Hein. Oui, vous parlez des législatives éventuelles s'il y avait une dissolution dans 1 an. Mais là, vous avez quand même des gens qui sont proches de vous, dans ceux qui négocient. Comment est-ce que vous expliquez, vous vous êtes émancipé de la tutelle, de l'hégémonie, de la je ne sais pas quoi de Jean-Luc Mélenchon, comment vous expliquez qu'il se laisse manipuler ou dominer et qu'on n'avance pas à cause de ça depuis plusieurs jours. Alors c'est 4 jours, mais quand même. Notamment Olivier Faure du Parti Socialiste. Écoutez, moi, sur les tractations derrière les porte-clés... Vous savez que c'est plus que des tractations. C'est la possibilité ou non de gouverner. Mais j'ignore ce qui se passe derrière ces portes-là.
J'ignore tout ce qui s'y passe. Et peut-être qu'une solution pour sortir un nom, c'est de faire ce que fait les députés du tiers-État au moment de la Révolution française et de dire, voilà, on fait comme dans la salle du jeu de pommes, on réunit tous les députés du nouveau Front populaire et on ne sort de la salle que quand on s'est mis d'accord. Peut-être que c'est une solution. Plutôt que ça se passe entre 4 personnes, que ça se passe au milieu de tous les députés. A priori, la France insoumise n'est pas favorable mais en tout cas, c'est pas... moi, vous semblez pessimiste sur l'issue. Vous en êtes déjà dans la reconstruction d'après. Je suis dans 2 enjeux. Je vous dis, je suis dans 2 enjeux pour reconquérir les cœurs. Il nous faut aujourd'hui un gouvernement qui réponde aux urgences. Donc je vais poser plusieurs urgences qui sont déjà de réparer ce qui a été fait par Emmanuel Macron. La première crise produite par Emmanuel Macron, c'est une crise fiscale. C'est la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, au moment où il va taxer les CSG sur la retraitée, au moment où il supprime les emplois aidés, au moment où il supprime les appels sur les locataires. Grande mesure d'injustice. On rétablit la justice fiscale, ça veut dire des taxations sur les super profits, mais aussi un retour de l'ISF. Et ce sera une blessure en moins. Deuxième temps de crise, c'est la crise des Gilets jaunes. Avec, là, surgit la demande de référendum d'initiative citoyenne. Je pense qu'il y a une demande des citoyens de reprendre le destin commun en main. On leur offre cet outil-là. Troisième crise, la crise Covid, où Emmanuel Macron dit il faudra se rappeler que le pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Ils n'ont eu aucune reconnaissance. La rémunération a au contraire baissé de 5%. Donc les salaires. Quatrième crise, qui est la crise sur les retraites, où on impose contre 8 salariés sur 10, contre tous les syndicats unis et contre une majorité de députés à l'Assemblée, cette réforme des retraites. Eh bien, on abroge la retraite à 64 ans. Vous voyez ça? Et si on fait ces 4 points-là, on trouve des points qui font consensus très large dans la société et qui sont des points de concorde. Qui pour mettre en œuvre ce programme? Est-ce qu'il faut raisonner comme le fait Raphaël Glucksmann, qui appelle justement à faire attention au déni de réalité, parce que la gauche ne doit pas se comporter comme si elle avait la majorité absolue et un président issu de ses rangs. C'est pas le cas. Il faut peut-être accepter de travailler avec quelques-uns de ses adversaires, ne pas être sectaire. Je pense qu'il faut un gouvernement de gauche, mais que derrière, il doit y avoir des majorités sur les projets. Et que, vous savez l'exemple, quand je citais le Front populaire, au moment du Front populaire, quand les congés payés sont proposés, on a tous les députés, sauf un, qui votent pour les congés payés. Vous voyez? Donc ça veut dire que les mesures dont je parle là, si on fait comprendre qu'elles participent à recréer une concorde commune, eh bien, je pense qu'il y aura plein de députés d'autres groupes qui diront oui, c'est du bon sens, c'est de la décence, on va vers ça. Pourquoi ne pas l'idée le mouvement, c'est d'essayer de se battre plus? Vous l'avez fait. Là, dans votre livre, vous faites un constat. Et moi, l'impression que j'ai, en vous écoutant, c'est que vous avez acté le fait que Jean-Luc Mélenchon souhaite faire capoter toute l'opération parce que son intérêt est plus de construire le bruit et la fureur plutôt que d'accéder au gouvernement. Mais là, aujourd'hui, dans la situation présente, je ne suis pas en train de dénoncer Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne veux pas vous le faire dénoncer. Non, mais non. Je vous dis, mon désaccord, il est sur la ligne dans la durée. Sur la ligne politique qu'on a dans la durée. Même là, concrètement, dans la constitution d'un gouvernement, il bloque, ça bloque. Mais si ça se trouve, ça bloque de partout, j'en sais rien, moi. Je ne suis pas dans les discussions. Je vous dis, je propose qu'on le mette davantage sur la place publique, qu'il y ait un échange entre les députés. Mais là, sur ça, je ne veux pas dire... Vous savez, ça serait trop simple de dire Mélenchon, 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 chaque fois que se pose un problème. J'ai un problème, je le dis, j'ai un problème de ligne politique. Non, mais il y a peut-être des électeurs qui regardent tout ça, et vous êtes quand même une figure de la gauche, et qui se disent pourquoi ils nous lâchent à ce moment-là. Là, ils sont en train de construire quelque chose, et vous n'y êtes pas, Raphaël Glucksmann n'y est pas. Mais non, mais alors, que je le dise, mais c'est de la même manière que quand j'ai dit Front populaire, soyons unis, le lendemain, c'est reparti entre la main des partis. Ce qui peut être un souci. Alors que c'est votre idée, là, le slogan, la rénovation de l'idée. Et après, je veux dire, ce qui me paraît juste, non, on ne doit pas faire comme si on avait la majorité. Emmanuel Macron, il a raison, Emmanuel Macron a fait comme s'il avait la majorité, or, il était en minorité dans le pays. Et ça a blessé, ça a brutalisé. Nous ne devons pas faire la même chose. Nous devons gouverner avec prudence, avec mesure, et nous devons, je dis, gouverner avec tendresse. C'est-à-dire, moi je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de prendre soin des gens pour prendre soin de la République. Et que les gens cessent de se sentir brutalisés dans tous les sens. Mais on a l'impression qu'il y a deux apparatchiks, il y a deux rêveurs, pardon, c'est le contraire, Raphaël Glucksmann et vous. Des gens, dans votre livre, vous êtes plein de, comment dire, d'analyses plus ou moins justes. Mais, et que vous êtes comme ça en attendant que Olivier Faure, Marine Tondelier, enfin tous les gens qui gèrent, vous dites les partis, sont en train de vous verrouiller un truc par derrière, et vous allez boutiquer quelque chose. Et que vous devriez lancer un appel en disant, je pense qu'il y a malheureusement pas beaucoup de monde qui a autant les pieds sur terre
et je voulais qui dire est rêveur, ramené au sens- à une dure réalité que je peux vous raconter. Avec des idéaux, en tout mais cas. avec Voilà. ce que ça signifie, je veux dire, moi je peux vous parler des éboueurs de la ville d'Abbeville. Non, mais rêveur, ça voulait mais pas dire qu'il est pas dans le Je vais terrain. vous en parler 30 secondes parce qu'il faut ramener du réel ici. Les éboueurs de la ville d'Abbeville, quand ils me parlent de leur existence, ils sont à découvert le 6 du mois, ils ont un message du Crédit Agricole parce qu'ils dépassent leur découvert ordinaire et pour certains, ils font l'aumône auprès de leur famille, auprès de leur mère, parce qu'ils sont papa et célibataires pour leurs 2 enfants. Voilà la situation dans laquelle des gens se retrouvent sous l'eau. Et il faut comprendre ce que ça signifie d'humiliation, c'est-à-dire que ça a des conséquences qui sont à la fois des conséquences matérielles, comment on peut vivre, comment on peut payer des activités à ses enfants, mais ça a aussi des conséquences spirituelles. Je travaille, je me lève tôt le matin, je vais au boulot, j'ai mal au dos, je rends service à la société en évacuant les poubelles, et à la fin, je n'ai pas de quoi vivre. Donc, rappeler qu'on est là, moi je sais pourquoi je suis là. Je sais que je peux vous dire, quel que soit le Premier ministre, quelle que soit la majorité qui se dessine, quel que soit le gouvernement, s'il y a un projet qui est bon pour les Français et qui permet simplement que tous les Français, tous les habitants de notre pays vivent un peu mieux, que les gens puissent vivre de leur travail, bien en vivre et bien le vivre et pas en survivre, je voterai tous les projets de loi, qu'importe la personne qui est. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis 7 ans, je fais ça. Quand sur les auxiliaires de vie, on gagne un caddie, 50 €, je le prends, parce que je sais ce que ça signifie pour les gens. Maintenant, je souhaite que... Là, aujourd'hui, il faut débloquer, parce que les gens sont sous l'eau. Ils sont sous le niveau de l'eau. Donc, ce n'est pas seulement un déblocage institutionnel, mais derrière, il faut se dire, voilà, notre objectif, c'est de faire que les gens puissent respirer, quoi. Ces gens qui ne respirent pas, certains ont voté pour le RN. Ils sont un peu plus de 10 millions d'électeurs qui ont donné leur voix au Rassemblement national dimanche dernier. Et lundi matin, beaucoup se sentaient abandonnés. Nous sommes abattus. Je me doutais qu'il y aurait un renversement. Oh oui. On verra en 2027, en espérant qu'il passe. Très déçu. Les macronistes sont arrivés en 2e position, le RN en 3e position, alors que c'est pas du tout logique. Parce qu'eux se sont regroupés, ils se sont mis à 3-4. C'est pas de bonne guerre. On sait pas où on va aller. Leur programme, c'est quoi? Le social encore? Arrêtez. Le social, l'immigration. Non, mais c'est surtout l'avenir de ce qui va se passer maintenant. C'est ça qu'on a peur. Vous accusez la gauche, et vous l'avez encore fait sur ce plateau, d'avoir laissé des zones géographiques entières au Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon lui répond que de toute façon, ces terres-là n'ont jamais accepté la démocratie et la République. C'est donc une stratégie assumée de sa part? Mais, c'est une phrase qui m'a stupéfaite au lendemain des élections législatives de 2022, quand il y a 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée et qu'on arrive avec ce résultat. Oui, Jean-Luc nous dit que ce sont des terres qui n'ont jamais accepté la démocratie et la République. On parle du Pas-de-Calais, on parle de la Picardie, on parle du Midi Rouge, on parle de régions qui ont envoyé des députés socialistes et communistes pendant un siècle par paquet les yeux fermés. Donc oui, il y a un choix. C'est pour ça que l'opposition est une opposition de fond. Il y a un choix qui est de dire qu'on abandonne ça. Et les nouveaux textes qu'il peut publier sur son blog, qui parlent de la nouvelle France, ouais, sans doute que pour partie, j'habite dans la vieille France. Mais moi, je veux faire cohabiter toutes les Frances. Et je pense qu'il n'y a pas... On ne va pas trier. Je veux la France des bourgs et la France des tours. Je veux regarder ce qu'il y a de commun sur vivre de son salaire, c'est commun, sur pouvoir élever ses enfants, qu'il y ait une place pour chacun, qu'on ait une école qui soit un pilier de la République, qu'on ait un hôpital qui soit un pilier de l'État social. Il y a moyen de faire France ensemble. Dans mon livre, je disais déjà, il nous faut faire France ensemble. Lui, à la présidentielle, il disait qu'il voulait parler aux fâchés, pas fachos. Ouais, moi, je suis d'accord. Vous savez, je parle à tout le monde. Quand on est dans une terre comme la mienne, on n'a pas le choix que de tenter de convaincre tout le monde. Et de chercher du commun. Justement, est-ce que vous considérez qu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés? Vous parlez, vous racontez quand vous faites votre campagne, vous tombez sur des gens qui vous disent l'assistanat, genre nous on bosse, et puis il y en a d'autres qui touchent des allocs sans rien faire. Est-ce que vous considérez que ça se traite, ça s'explique? Comment on fait? Et c'est pas forcément Marine Le Pen ou l'extrême droite ou la droite qui dit ça. Vous êtes confronté à ce problème, qu'est-ce que vous leur dites? Ce que je dis, c'est constamment, je vais vous donner un exemple. Je suis à Ailly, dans une petite commune de chez moi, chez un club de personnes âgées qui est en train de déjeuner le midi, et une mamie me dit regardez mes lunettes, j'ai été remboursé que de 9 centimes, alors que les immigrés, ils ont ce qu'ils veulent, en gros, quoi. Mais je dis, attendez, est-ce que vous croyez que c'est en allant chercher plus malheureux que nous qu'on va s'en sortir? Il y a 2 jours, à l'époque, les Échos publient à leur une 145 milliards d'euros de profit pour le CAC 40. Où est-ce qu'on va chercher l'argent? C'était pas la question de la Est-ce qu'il faut... Vous dites à un autre moment dans votre livre plus loin qu'il ne faut pas faire le tri entre les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire il y a les pauvres, il y a les riches, et puis les autres, on s'en fout. Est-ce que dans ce terme assistanat, il n'impose pas
une plus grande justice, c'est-à-dire que ceux qui ne font rien de fait, ou peu, ou ne cherchent pas d'emploi, doivent être moins bien traités que ceux qui se fatiguent. D'abord, les gens qui sont au RSA, par exemple, vivent très mal. Mais j'ai pas dit qu'ils vivaient bien, je dis juste... mais d'accord, mais je veux rétablir quand même, ils vivent très mal. Moi, je le redis quand même, je suis pour que les Français, tous les habitants de notre pays, vivent de leur travail, qu'ils en vivent bien et pas qu'ils en survivent. Mais ça veut dire qu'à la place de donner des petits bouts de boulot aux agents d'entretien et qu'ils fassent 1 heure dans un coin et 1 heure dans un autre, on ait du temps plein et des salaires pleins. Qu'il en soit de même pour les auxiliaires de vie sociale. Moi, je suis pour l'extension généralisée du territoire zéro chômeur longue durée. Donc pas pour une sanction, mais pour que le bien soit étendu à tout le monde. Il y a un accompagnement pour que ceux qui sont éloignés de l'emploi pour des raisons de santé, de famille, et ainsi de suite, ils aillent vers l'emploi. Je pense que ce qui fait commun dans la société, c'est le travail qu'on fait ensemble. Donc je crois à la centralité du travail. Maintenant, ça pose une autre question qui est la question des droits. Il y a la question du travail et la question des droits. Moi, je suis pour des droits universels. Je pense que la gauche, elle s'est toujours grandie quand elle construisait des droits universels. C'est-à-dire l'école, on n'a pas dit « Ah ben les enfants de Bernard Arnault, finalement, ils sont assez riches, ils vont payer l'école ». Non. Ça pour la sécurité sociale aussi. La sécurité sociale, on ne l'a pas fait. On l'a fait pour tout le monde. Et je suis pour qu'on ait des droits universels qui ne soient pas fonction de conditions, de soustraction, de critères et ainsi de suite, mais qu'on construise des droits universels. Et qui font qu'on ait une France du milieu qui se disent pas, c'est la phrase qui revient, moi j'ai droit à rien. Et en fait, qui s'opposent d'un côté à ceux qui ont besoin de rien et qui n'ont pas besoin d'un État protecteur parce qu'ils s'en sortent, parce qu'ils sont assez riches pour ça, et de l'autre côté, qu'il y ait des allocations qui soient données de manière injuste pour cette France du milieu. Donc là, il y a un grand souci à avoir de cette France du milieu. Ça fait partie des 3 trous que je pointais. Il y a un trou géographique, c'est la France des bourgs, un trou social, c'est aujourd'hui la France des ouvriers et des employés, et il y a un trou démographique qui est la France des personnes âgées. Il ne faut pas traiter les gens de fachos, les gens du RN. Est-ce qu'on a vu trop facilement... en tout cas, je veux dire que le racisme doit être affronté. On ne biaise pas avec ça. Quand j'ai affaire à du racisme, je réponds que nous devons être en République tous et toutes égaux, quelle que soit notre origine, quel que soit notre lieu d'habitation, quelle que soit notre couleur de peau. Vous voyez, et je pense que c'est à prendre à bras le corps. Il ne s'agit de pas passer à côté. Mais en même temps, comment on ramène les gens, comment on leur parle? C'est en leur disant, ben voilà, on veut améliorer vos vies vont mal. On veut les améliorer. On veut que le travail permette statut et revenu. Vous savez, le mot pour moi, statut, est un mot important. Ça veut dire pouvoir s'asseoir dans la vie, pouvoir avoir un crédit, une maison, s'assurer qu'il y ait une place pour ses enfants dans la société. Et je pense qu'il y a cette grande angoisse de quelle est ma place et quelle est encore davantage la place pour mes enfants. Il y a une inquiétude aussi là pour les Français, c'est de savoir ce qui va se passer là. Ils ne savent pas très bien où on en est, qui va gouverner, décider, leur proposer éventuellement un programme. Ça inquiète les Français, ça inquiète aussi les milieux économiques. C'est l'objet de l'édito de Nathalie Saint-Cric. Nathalie, il semble que nous ne soyons pas au bout de nos peines pour le gouvernement. On fait du surplace. Oui, on pourrait ne pas avoir l'épilogue de la série télé Qui va gagner Matignon et surtout Pourquoi faire avant quelques jours. Et si certains s'en remettent, comme vous tout à l'heure, au man de François Mitterrand, reprenant lui-même Cervantes et son « il faut donner et laisser du temps au temps », eh bien, finalement, la version vulgaire, c'est « il n'y a pas le feu ». Je ne suis pas sûre que ce point de vue soit partagé par les TPE, par les PME, les entrepreneurs du BTP ou tout simplement ceux qui attendent un CDI ou leur feuille d'impôt à venir, ou encore ceux qui espèrent la hausse du SMIC. Alors, le second tour, on a l'impression que c'était une éternité. C'était il y a 4 jours, certes, mais il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas l'air de se presser. Emmanuel Macron estime dans sa lettre hier qu'il faut laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir des compromis. C'est assez logique après qu'il ait lancé la bombe à fragmentation dont on connaît encore les effets en dissolvant. Mais il n'est pas le seul. Écoutez Gérard Larcher qui lui aussi prophétise un train de sénateurs. J'ai plaidé pour que nous prenions du temps, que nous enjambions, je suis très clair, la période importante où nous accueillons le monde aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Enjambé, dit le président du Sénat, c'est quand même un peu bizarre. Oui, c'est un peu bizarre parce qu'on sait la photo du 14 juillet, qu'elle soit baroque, on le sait déjà, que ce ne soit pas les meilleures conditions pour accueillir les Jeux Olympiques et qu'on frôle le ridicule. Il n'y a pas de doute, mais il y a quand même beaucoup plus grave. Mercredi 17, dans quelques jours, veille de la rentrée à l'Assemblée, Emmanuel Macron acceptera la démission de Gabriel Attal et de tout le gouvernement. Et en attendant la suite, il s'agira pour le gouvernement sortant et sorti de faire, comme on dit, d'expédier les affaires courantes, c'est-à-dire de faire le strict minimum. Alors, pour que l'État tourne, il faudrait
quand même que les choses s'accélèrent. Quid de la préparation de la rentrée scolaire? Vous tenez beaucoup et vous parlez beaucoup de l'école, de l'hôpital, du budget, même si Bruno Le Maire a tout lancé comme si il était là pour une éternité. Le pouvoir d'achat, quelles prévisions? Les retraites, quelle évolution? Les impôts, à quoi s'attendre? Les nouvelles embauches, les investissements pour les entreprises, sur quoi tabler? Je ne vous fais pas toute la liste. Est-ce que pour les Français, c'est-à-dire la société, on économise, on dépense, on achète un pavillon dans les bourgs, comme vous le dites. Et puis il n'y a pas que les riches et le grand capital qui s'inquiètent, ça peut aller aux Français les plus modestes. Et c'est François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dont je rappelle qu'il est indépendant et pas à la botte d'un parti, qui le dit. Alors qu'on sort du choc d'inflation, ce qui est la bonne nouvelle, arrive malheureusement un autre choc qui menace, c'est un choc d'incertitude. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise que nous interrogeons nous disent leurs inquiétudes sur l'attentisme de leurs clients, qu'ils préféreraient épargner plutôt que consommer, sur le report de leurs investissements et sur le gel de leurs embauches. Alors ça, je crois que ça serait un choc très négatif pour la croissance et pour l'emploi. Alors le tocsin, c'est ça. C'est la cloche qui prévient d'un danger imminent. C'est pas le glas qui annonce la mort et la fin. Non, bien sûr, mais Emmanuel Macron, qui est un adepte de la stabilité fiscale, qui se vantait, à raison, d'avoir fait baisser le chômage, d'être le champion du Choose France, en clair de l'attractivité de notre pays pour les entreprises étrangères, devrait quand même s'inquiéter, parce qu'après tout, c'est lui l'initiateur de ce petit chaos. D'autres, autour de cette table, en le qualifiant, ont été plus cruels, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un tsari à la tête de l'État. Oui, c'est ce que vous aviez dit le soir de la dissolution. Je pense que c'est une folle décision. On peut le dire autrement. Oui, vous auriez pu le dire autrement. Mais bon, en tout cas, j'aime les allitérations, donc j'ai ce problème-là. mais voilà, il est frappé d'une hubris, donc une démesure, comme on dit dans la tragédie grecque, qui a fait prendre des décisions folles et qui fait qu'on joue. Je veux dire, puisqu'il dit qu'il faut donner le temps au temps, je pense que oui, il fallait donner le temps au temps. Qu'on pouvait se dire, à l'automne, il y aura une dissolution. Et eh bien, on laisse le temps aux forces politiques de porter des projets, d'avoir du débat d'idées. Moi, dans ma circonscription, j'ai pas eu de débat d'idées. D'habitude, j'ai plein de rencontres avec les agriculteurs, avec les artisans, avec tout ça. Là, ça a été bâclé. Il n'y a pas eu de débat d'idées. Donc, je pense qu'il fallait se donner le temps au temps pour mener, s'il le fallait, cette dissolution. Je dis s'il le fallait, parce qu'à mon sens, la France n'était pas du tout ingérable avec l'Assemblée qui était celle-là. Je pense qu'il y avait la possibilité de faire des choses avec beaucoup plus de mesures et beaucoup plus la recherche de vraies majorités au sein d'une assemblée qui, au fond... Mais vous comprenez l'inquiétude des entreprises ou des consommateurs ou des gens qui avaient prévu de partir en vacances ou qui disent « je ne sais pas où on va ». Je comprends l'inquiétude de tout le monde. Enfin, voilà, je comprends bien qu'on nous met dans un espèce de brouillard. Parce que je souhaite, moi, qu'il y ait un gouvernement de gauche. Je souhaite qu'il y ait des premières mesures qui soient des mesures de concorde nationale et qui permettent de panser un certain nombre de plaies. Mais... on n'a pas la certitude que ce gouvernement puisse tenir. Vous voyez, donc là, on est placé, en effet, dans une très grande incertitude. Pierre. Après, on a les Belges à côté de nous qui ont survécu. Il y a toujours pire, hein. Oui. Et pendant ce temps-là, le camp présidentiel semble se fissurer chaque jour un peu plus. Le président du groupe Renaissance à l'Assemblée sera élu qu'au début de la semaine prochaine. Gabriel Attal, par grand favori, mais on parle maintenant d'une candidature d'Elisabeth Borne qui serait soutenue par Gérald Darmanin. Écoutez ce marcheur de la première heure, l'ancien député Gilles Legendre. Il enterre la Macronie, il parle là d'Emmanuel Macron. Est-ce que le dynamiteur peut être le reconstructeur? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Je l'espère encore. Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut plus être l'inspirateur des politiques. La Macronie est terminée. Le macronisme, c'est fini. C'est fini. En tant que force de transformation du pays, dans le cadre d'un programme cohérent, c'est terminé. Donc s'il le dit, c'est que la Macronie est enterrée. Oui, mais vous savez, moi, mon analyse, c'est que de toute façon, dans la durée, le bloc central, il ne cesse de se rétrécir, au moins depuis le traité constitutionnel européen, ce qui fait qu'ils n'ont plus le luxe d'une alternance entre centre-gauche et centre-droit. Ils ont dû se rassembler autour d'Emmanuel Macron. Et en fait, les crises de ces dernières années, crise des Gilets jaunes, crise des agriculteurs, toutes ces crises-là n'ont fait que rétrécir le bloc central libéral. Donc là, il va continuer, à mon sens, à se rétrécir. Voilà le mouvement historique dans la durée. Et malheureusement, et c'est là que je reviens sur mon analyse, sur mon désaccord, c'est que ceux qui quittent le bloc central libéral, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être protégés. Pas de se réfugier, ils ont besoin de chercher une stabilité pour eux, pour leurs enfants, se dire qu'ils vont pouvoir s'inscrire dans la vie. Or, pour l'instant, la gauche n'offre pas ce visage de stabilité, ce visage protecteur, ce visage de force tranquille. Et du coup, ça ne fait que précipiter. Enfin, la gauche a plutôt gagné depuis les dernières élections, mais trop peu comparé à ce que le Rassemblement national gagne. C'est-à-dire que ce rétrécissement du bloc central profite aujourd'hui nettement plus à l'extrême droite qu'il ne profite au bloc de gauche.
aussi, je pense, pour des raisons de profil politique qu'on présente. Direction un pays qui pourrait être un miroir de la France. Le Royaume-Uni, qui vient de donner une très claire majorité absolue aux travaillistes, à la gauche, et d'infliger leur plus grande défaite aux conservateurs. Pas de crise politique là, au contraire. Une passation de pouvoir dans le calme, et j'ai envie de dire le flegme anglais. Rishi Sunak en vient même à saluer son successeur. And can I start by congratulating the Prime Minister on his election victory? And as he takes on his formidable task, he and his family deserve the good wishes of all of us in this House. Now, in our politics, we can argue vigorously, as the Prime Minister and I did over the past 6 weeks, but still respect each other. Voilà, tout se passe bien. Et François Ruffin, je voulais vous soumettre le jeu des 7 différences dans le magazine Le Point. 7 différences entre le travailliste Keir Starmer, qui est donc au pouvoir en Angleterre, et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est écrit que Starmer a fait le ménage, il a exclu Jeremy Corbyn, accusé d'antisémitisme. Olivier Faure, lui, n'a pas rompu avec Jean-Luc Mélenchon. Starmer promet une stabilité fiscale, quand Olivier Faure promet des hausses d'impôts. Et Starmer promet de s'attaquer à la dette, ce qui n'est pas ouvertement le cas pour la gauche française. Que vous évoque cette comparaison? Starmer, il a pris le pouvoir par le centre. Oui, est-ce que ça ne peut pas être la solution? Je dis attention, je considère quand même que les politiques qui ont été menées par la gauche, avec beaucoup de guillemets, nous ont conduit à cette situation. C'est pas... c'est le choix d'avoir un gouvernement Hollande qui ne mène pas une politique de gauche fait que même le mot gauche, à la sortie du mandat Hollande, était devenu imprononçable. Donc, si on veut réconcilier la gauche avec les classes populaires, c'est quand même en étant dans une logique de changement. Je vous l'ai dit, il y a des mots... concurrence, croissance, mondiale. Mais avec du réalisme. Mais avec du réalisme. Mais vous savez, le réalisme, par exemple... C'est-à-dire lutter contre la dette, ne pas promettre... Par exemple, il faudra des hausses d'impôts qui soient ciblées. Aujourd'hui, comment ça se fait que les milliardaires dans notre pays payent 20 points d'impôts en moins que vous, que moi? Mais la gauche là-bas, c'est le centre ici. Mais, voilà, donc si c'est pour dire... on va être de gauche, on va gagner les élections, mais on va rien changer, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a un désir de changement. Vous savez, moi, ce que j'ai entendu dans ma circonscription sur le vote Rassemblement National, c'est parce que le Rassemblement National incarne le changement. Donc dire, il faut avoir le pouvoir, mais dans une volonté de changement. Un changement tranquille. Un changement qui... Parce qu'au fond, on est dans un monde qui est tellement instable que avoir de la stabilité pour l'avenir, ça suppose la manière de changer les choses. On ne peut pas penser que dans ce monde aussi instable, avec notamment la crise climatique qui est en cours, on parvienne à construire une société stable en changeant par des choses, en laissant la même place au marché, à la concurrence, à la mondialisation, à la compétitivité et ainsi de suite. Donc j'espère qu'il y aura un grand succès pour les camarades travaillistes anglais, mais je doute que ça soit un succès si jamais il n'y a pas des choix de changement quand même. Merci François Ruffin. Je rappelle quand même ce livre, je vous écris du Front de la Somme, qui a été publié en 2022, mais dont les constats sont toujours valables aujourd'hui.